Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie Ruffier-Bourdet, alias Ergomums, est ergothérapeute spécialisée en périnatalité. Elle définit l'ergothérapie comme une profession de santé qui est en lien avec l'occupation humaine. L'ergothérapeute va donc faire une évaluation organique, sensorielle, motrice et cognitive pour comprendre pourquoi une des occupations de la personne dysfonctionne. Et les occupations chez les bébés, elles sont nombreuses. Sommeil, alimentation, le change, la toilette et les jeux, entre autres. Nous allons donc nous intéresser dans cet épisode plus particulièrement à l'alimentation et à l'allaitement. Marie va vous expliquer dans les grandes lignes les signes ou les symptômes que vous allez pouvoir retrouver chez votre bébé et qui vous laisseraient penser qu'il pourrait présenter une hypo ou une hypersensibilité et sensorialité et comment cela peut mettre à mal votre allaitement ainsi que les autres occupations de votre enfant. Aujourd'hui, j'apprends avec vous et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Marie, tu es donc ergothérapeute. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'ergothérapie ? Alors effectivement, l'ergothérapie en France est très mal connue et d'autant plus dans tout ce qui est périnatalité et accompagnement et prise en soin du jeune enfant. Donc l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui est en lien avec l'occupation humaine. D'ailleurs, en Amérique, en Angleterre, on nous appelle les occupational thérapistes. Donc l'occupation, c'est les activités humaines, c'est-à-dire toutes les activités qu'on va pouvoir faire au cours de notre journée. Okay. Et donc les ergothérapeutes prennent en soin les bébés, puisque les bébés ont beaucoup d'occupations humaines, comme le sommeil, l'alimentation, le change, la toilette, le jeu, la mobilité et tout le développement sensoriel qu'il peut y avoir. Donc les ergothérapeutes vont pouvoir évaluer en fait au niveau organique, sensoriel, motrice et cognitive, afin de comprendre pourquoi une occupation dysfonctionne. Par exemple, un bébé qui aurait des difficultés à manger, que ce soit à être allaité ou à prendre son biberon, l'ergothérapeute va répondre à la question il ne mange pas bien, de la même façon qu'un bébé qui ne se mobiliserait pas, qui ne serait pas dans le jeu, on pourrait essayer de répondre à cette question des parents qui nous diraient je ne comprends pas, il n'arrive pas à se déplacer pour venir, il n'arrive pas à prendre quelque chose dans ses mains pour jouer. Eh bien, l'ergothérapeute va évaluer la personne, son environnement, afin de ce que nous, on appelle avoir une performance occupationnelle. Donc, ça veut dire pour l'alimentation, avoir une alimentation sereine, mais aussi en quantité pour grandir et grossir. Ok, très bien. Donc finalement, ça s'occupe du bébé sur tous ces... Enfin, du bébé et de l'adulte aussi après, j'imagine, mais toi, tu es spécialisée en périnatalité. Oui, totalement. Ouais, c'est ça. Je suis spécialisée, moi, en pédiatrie, donc je vois pas d'adultes. Mais effectivement, j'ai envie de dire, de la naissance à la mort, on a des occupations. Et donc, l'ergothérapeute peut y répondre. La particularité un peu de la périnatalité, ça va être en ergothérapie qu'on va parler de co-occupation, parce qu'on n'accompagne pas qu'un bébé dans les occupations, on accompagne aussi ses parents. Et donc, il y a toute une guidance parentale aussi à installer avec les parents pour justement améliorer les occupations de la vie quotidienne. Très bien. Donc Marie, on s'était dit aujourd'hui qu'on allait parler de l'impact de la sensibilité et de la sensorialité d'un bébé et d'un bambin ensuite dans l'allaitement. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble sensoriel ou sensitif chez un bébé ? Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, un trouble du processus sensoriel, ça va être un bébé qui va avoir des difficultés et dans la modulation sensorielle. Alors, on connaît bien la modulation sensorielle sous le terme d'hyperréactivité ou d'hyporéactivité. C'est-à-dire que c'est des bébés qui vont soit surréagir à tout, sans arriver à se moduler. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début, un bébé va surréagir à des sons, à des choses, mais que petit à petit, il va y avoir une modulation qui va se faire au niveau du cerveau, où le bébé va s'habituer aux choses qui ne sont pas perçues par son cerveau comme dangereuses. Si ça continue à être perçu par le cerveau comme dangereuse, comme par exemple un bébé qui aurait une hyper-réactivité dans la bouche, il va continuer à surréagir à chaque sollicitation orale. Et donc, Ok. ça va impacter soit la mise en bouche du mamelon, soit la mise en bouche d'une tétine ou encore d'une cuillère pour pouvoir se nourrir de façon performante, en fait. Et après, on a quelque chose qui est moins connu dans la modulation sensorielle, ce sont les hyporéactivités, c'est-à-dire un bébé qui va moins percevoir, voire pas percevoir du tout les stimulations sensorielles qui lui arrivent. Et donc, si je les perçois pas, je peux pas y répondre. Donc, si je n'arrive pas à sentir ce qu'il y a dans ma bouche, je ne peux Mhm. pas déclencher une réponse motrice adéquate. Donc, je ne vais pas téter correctement si je n'arrive pas à percevoir où est le mamelon dans ma bouche, par exemple. Ok. Donc ça, c'est les troubles de la modulation. Et après, tu as les troubles de la discrimination, c'est-à-dire que c'est plus haut au niveau cognitif, la discrimination. C'est Mhm. pour vous donner une idée, la discrimination, c'est quand je mets ma main dans mon sac, j'arrive à inhiber certaines sensations, certaines stimuli qui m'arrivent pour arriver à trouver mes clés et j'ai pas besoin de ma vision. D'accord? Donc j'ai plein d'autres D'accord. sens qui vont venir en fait me donner des informations. Et donc le bébé, quand il a quelque chose dans la bouche, il va pouvoir inhiber le bruit qui est autour ou la vision de quelque chose pour réussir à percevoir si c'est de la purée, si c'est un morceau, si c'est une tétine, si c'est le mamelon de maman. En fait, il va discerner un petit peu tout ça. Et le bébé qui a un trouble du processus sensoriel peut être bien plus en difficulté pour faire ce discernement-là, par exemple. D'accord. D'où ça vient ces troubles de la régulation sensorielle? Alors, on ne sait pas trop encore, c'est-à-dire que je pourrais pas donner une réponse claire et précise. Alors d'où ça pourrait venir? On sait qu'il y a des zones cérébrales qui sont différentes chez ces bébés-là et que forcément, on va y avoir quelque chose au niveau du développement quand le bébé est dans le ventre de maman par rapport au Mhm. cerveau. On imagine peut-être, on retrouve des fratries ou des parents qui ont les mêmes troubles un peu du processus sensoriel, donc on peut s'interroger peut-être sur quelque chose de génétique qui s'exprimerait ou pas. Mais bon, ça, c'est que Mhm. des peut-être, hein. D'accord. En tout cas. Et puis, je pense aussi qu'il y a tout ce qui est des bébés qui vont peu bouger dans le ventre. On sait que les bébés prématurés aussi ont beaucoup plus de risques de développer un trouble du processus sensoriel. Euh, des bébés qui vont être coincés, qui vont avoir des restrictions au niveau de leur mouvement. Ok. On sait un peu tout ça, mais après savoir de qui fait quoi, qui engendre quoi. Pour l'instant, j'ai rien lu de très précis qui pourra affirmer quelque chose. On pourrait dire que c'est multimodal, quoi, en fait. D'accord. Pour une maman allaitante qui aurait des soucis, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer dans l'allaitement qui peuvent laisser penser qu'il y a un trouble de ce style-là? Alors, déjà, il peut y avoir d'autres aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres occupations qui vont nous interpeller chez ce bébé. Ok. Par exemple, les bébés qui vont avoir besoin de beaucoup être portés ou beaucoup être bercés ou qui vont détester le change parce que au niveau sensoriel, ça les agresse ou au contraire, qui vont détester être portés parce qu'au niveau vestibulaire, ça leur donne une insécurité gravitationnelle qui est énorme et qui n'arrivent pas à moduler, par exemple. D'accord. Donc, déjà, il peut y avoir des pistes aussi dans d'autres occupations. Et après, dans l'allaitement, eh bien, on peut avoir des suctions qui vont être mauvaises parce que, par exemple, le bébé a tellement une hyperréactivité dans la bouche qui ne va pas amener le mamelon au niveau du palais mou parce que ça peut déclencher des réactions de défense et qui va donc Mhm. garder le mamelon en début de bouche malgré que organiquement, il ait la capacité de mettre en place une bonne succion, par exemple. Donc, D'accord. ces Donc un bébés-là, en bébé peut fait, être très bien anatomiquement pour avoir une bonne succion, mais ne pas arriver à placer les choses correctement de par ce trouble sensoriel. exactement, exactement.
On Ok. peut avoir ce trouble sensoriel. En plus, c'est un trouble sensoriel, le trouble du processus sensoriel, on peut le retrouver dans des troubles neurodéveloppementaux aussi. Donc, ça veut dire que c'est des bébés qui sont plus sensibles et qui peuvent avoir après d'autres troubles du développement. Ce n'est pas tout le temps le cas, attention. Quand tu dis trouble neurodéveloppemental? On peut le retrouver chez des enfants qui ont des troubles qu'on appelait avant la dyspraxie et maintenant qu'on appelle des troubles des coordinations. On peut le Mhm. retrouver chez les enfants TSA aussi. On a à peu Ouais, près les 50 troubles à du spectre 80%. autistique. C'est ça. Et après, c'est pas parce qu'on a un trouble du processus sensoriel qu'on a un trouble du développement. Non, l'un peut aller avec l'autre comme pas du tout. Exactement. Faut pas faire des raccourcis en fait. Mais simplement, donc dans cet allaitement, on peut avoir des difficultés de succion qui seront impactées simplement par un trouble du processus sensoriel. Et Mhm. donc, on a parlé des hyper, mais on peut aussi parler des hypos, où là, pour le Ouais. coup, on aura l'impression d'un bébé qui n'arrive pas à placer sa langue correctement, comme s'il percevait pas où la mettre, comment la mettre. Et souvent, on parle de seuil de réactivité, c'est-à-dire que une fois qu'on aura donné un C d'input sensoriel au bébé dans la bouche, il va mieux percevoir et donc la réponse motrice sera meilleure. Donc, par exemple, les bébés hypos, on va mettre Mhm. en place des sollicitations avant l'allaitement pour justement qu'ils perçoivent mieux dans la bouche. Un peu comme nous, si vous mettez la brosse à dents un peu longtemps dans votre bouche, vous allez Mhm. ressentir beaucoup plus votre bouche euh, et beaucoup plus tout ce qui se passe dans votre bouche. Et ben de la même façon, en fait, on va stimuler un peu plus le bébé pour qu'il perçoive mieux et donc qu'il ait une réponse motrice qui soit bien meilleure. Ok. Pour ces bébés qui sont donc plutôt hyporéactifs, sur les autres activités dont tu parlais tout à l'heure, le change, le portage, etc., ça va donner plutôt quoi cette fois? Le bébé hyporéactif, c'est le bébé qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'on dit, bah lui, voilà, je le pose et puis il me demande pas. En fait, il va pas être demandeur, alors que le bébé plutôt hyper réactif, lui, il peut avoir cet aspect un peu usant pour la maman parce qu'il est Mhm. toujours en demande, parce qu'il est toujours inconfortable en fait. Alors que l'hyporéactif, lui, il est plutôt tellement dans la sous-stimulation que c'est un bébé qu'on pose et qui est plutôt oublié. Et souvent, c'est du coup mal diagnostiqué parce que c'est un bébé sage, quoi, comme on va dire. C'est un bébé Ouais, voilà, il fait pas qui de ne manque. vagues. Voilà, il fait pas de vagues, celui-là. Donc souvent, il plaît des fois dans les structures d'accueil de petite enfance parce qu'entre guillemets, il ne demande pas d'attention, quoi. Alors Ah, que ça s'est bien passé la l'hyperréactif, journée de chouchou. bah exactement, ça s'est très bien passé. Il a été très calme, il n'a pas bougé. Et ça, c'est des bébés qui m'inquiètent un petit peu. Et j'ai Mhm. l'exemple d'un bébé en crèche qui effectivement était plutôt hyporéactif au niveau tactile et il a fallu qu'on aille stimuler beaucoup beaucoup ses mains et à partir du moment où on a stimulé sa main, on a déclenché le main-bouche et donc elle s'est mise aussi à mieux manger parce que du coup ben la bouche était sollicitée alors qu'avant elle n'était pas du tout sollicitée avec un bébé qui était en schéma de chandelle quoi et qui restait comme D'accord. ça. Et là, du coup, elle s'est regroupée simplement parce que elle a appris à percevoir avec ses mains et qu'elle pouvait aller chercher des choses à droite, à gauche, les ramener dans sa ligne médiane et puis du coup les porter à sa bouche. Ok. Est-ce qu'on peut du coup refaire juste un petit point route hyper-hypo pour que ce soit un petit peu voilà, facile à redécrire pour les parents? Donc, hyper réactif, qu'est-ce qu'on note dans la vie d'un bébé? Et hypo, qu'est-ce qu'on remarque? Hyper réactif, donc c'est un bébé qui va être beaucoup en défense. Qui dit beaucoup en défense dit un bébé qui peut pleurer souvent, qui peut sembler être inconfortable, inconsolable, parce que justement tous ses sens en fait peut-être la graisse, tout ce qui lui arrive la graisse, et il va falloir trouver une modalité qui va être régulatrice pour ce bébé. Ok. Donc ça peut être des fois le portage pour certains bébés ou le balancement. Mais en fait, l'idée en tant qu'ergothérapeute, c'est d'accompagner ces parents qui sont pour le coup, quand ils ont un bébé hyper réactif, un peu à bout, parce que toutes Mm. les occupations sont impactées et que tout est compliqué avec ce bébé des fois. C'est compliqué de prendre la voiture, c'est compliqué de le changer, c'est compliqué de lui donner à manger. Et que pour le coup, ces parents, ils ont besoin d'être accompagnés par un ergothérapeute formé en intégration sensorielle, parce que c'est aussi une formation voilà, Spécifique. spécifique. Hein. On est informé au début dans nos études, mais on n'est pas formé
apprendre ensuite. Ok. Mais en tout cas, il faut pas hésiter quand on a un bébé qui est vraiment très défensif à aller voir un ergothérapeute qui aussi pourra renvoyer vers d'autres professionnels parce que un hypersensible, un hyperréactif, il y a peut-être d'autres causes, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet domino comme on disait, mais il y a peut-être d'autres causes qui fait que ce bébé est hypersensible et qu'il va falloir traiter, sinon on gardera un bébé qui de toute façon sera hypersensible. D'accord. Et dans l'allaitement, on avait dit c'est un bébé qui va plus facilement. Alors lui, c'est pas qu'il n'arrive pas à placer le sein, c'est que ça, pareil, ça l'irrite en fait. Donc il est Ça l'irrite, hein, plus de ça réflexes l'irrite. nauséeux. Ouais, il peut être. Alors, c'est un bébé qui va avoir tendance à être plus sensible quand même dans la bouche, hein. Mhm. C'est un bébé qui peut être très souvent au sein parce que comme sa succion, elle sera pas terrible, il va quand Ouais. même demander beaucoup, beaucoup à être au sein. En plus, on sait que la succion non nutritive va avoir un aspect quand même régulateur sur le système nerveux et que ces bébés un peu hyper réactifs, eh ben, ils vont avoir besoin de cet aspect régulateur un Tout petit à peu de la fait. succion non nutritive. Et puis donc on a un bébé qui peut ne pas trop prendre de poids, une maman qui a une lactation qui sera pas terrible non plus, parce qu'en fait il va mettre en place des comportements d'évitement, qui peut être la succion, ça peut être aussi un bébé qui se défend à être au sein, qui se met en Mhm. hyperextension en fait ou des choses comme ça, qui va avoir des Ouais. attitudes très très défensives en fait quand on va l'amener au sein. Et alors à l'inverse, maintenant, si on a tout dit sur les hyperréactifs, on refait un petit point hypo. Donc l'hyporéactif, comme je disais, c'est j'aime pas le terme, mais ce bébé sage quoi, ce bébé sage, ce bébé Ouais, ouais, calme. on met des grands guillemets sur sage. Voilà, on met des guillemets, mais c'est vraiment dans ce qu'on va retrouver en fait dans la description de ce bébé qui va peu attraper, peu suivre des yeux, qu'il va falloir surstimuler, c'est-à-dire quand je le mets au sein, ça t'aide pas vraiment très bien, faut le stimuler beaucoup plus pour qu'on ait une succion qui soit un peu mieux, mais la succion sera pas terrible non plus parce que même au niveau des pressions qu'il va pouvoir faire, des pressions Mhm. alternatives lors de la succion, comme il perçoit mal la force qu'il va mettre, que ce soit dans le placement de sa langue, que ce soit dans ses pressions, sera pas correct. Donc on a un bébé qui peut aussi entraîner donc une mauvaise succion, Ouais. mais aussi des douleurs à la maman parce que en fait il va pas bien placer sa bouche quoi. Tu vois, c'est les bébés des fois où on n'arrive pas à leur faire bien placer la bouche au niveau de l'allaitement et si la maman est mal accompagnée, elle peut avoir des crevasses, des choses comme ça aussi parce que le bébé ne se positionne pas bien. Oui, il se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait. Non, il perçoit mal et tant qu'on aura beau essayer de le remettre ou tu vois de remettre les lèvres, d'essayer de remettre la langue ou les choses comme ça, tant que de toute façon il percevra pas mieux, pour lui ça sera Mhm. compliqué. Bon, on le positionne bien, ok ça marche, mais ça sera compliqué en fait à chaque fois qu'il se positionne bien correctement lui en fait. C'est un peu pour un peu visualiser, c'est comme quand tu as des fourmis dans le bras et que tu sais pas Ouais. trop si c'est fléchi, si tu as les mains, tu sais que tu veux attraper quelque chose mais que tu as les Ouais, mains ils sont un peu endormis c'est tout sensoriellement endormi. parlant. Voilà, c'est tout endormi et donc tu vas lâcher le truc ou tu vas pas faire la bonne préhension. Et ben c'est un peu ça en fait, ce Ouais, bébé-là. Et donc c'est un bébé qui peut être demandeur parce que tu as des bébés hypo qui peuvent être en recherche sensorielle pour se calmer, mais tu as Mhm. des bébés hypo qui subissent un petit peu qui subissent cette hyporéactivité et c'est ces bébés très sages en fait qui vont donc D'accord. Et là, au un change, ça va pas être un bébé particulièrement problématique, il va plutôt se laisser faire. non, mais il va être Il va avoir plutôt besoin de portage, celui-là, ou pas? Non, on a dit alors, pas il peut s'il est particulièrement. dans la recherche. C'est-à-dire qu'un bébé Ah, qui d'accord. serait et ouais, alors c'est ça la complexité, c'est que dans l'hypo, tu as l'hypo qui subit son seuil. C'est-à-dire que voilà, c'est et puis tu as l'hypo qui recherche en fait à atteindre son seuil. Et D'accord. celui-là, par exemple, s'il est un peu hypo au niveau vestibulaire, il peut très bien demander beaucoup de portage par exemple quoi. C'est un bébé qui Mm. va aimer être massé, un bébé hypo parce qu'on lui donne D'accord. plein d'informations. C'est un bébé qui peut aimer être porté parce que c'est très proprioceptif et là il sent bien son corps. D'accord. Euh, Ouais, donc c'est vraiment important quand on voit des choses. C'est souvent une addition finalement de signes qui laissent penser qu'il y a une hypo ou une hyper réactivité, parce que j'imagine qu'on peut pas juste dire parce que bébé pleure sur la table à langer qu'il est hyper ou Pas du tout. Ouais. tu vois. Mm. Non, pas du tout. C'est-à-dire que il faut vraiment. Alors moi, nous, on parle en ergothérapie de plainte occupationnelle. C'est-à-dire que il y a un trouble du processus sensoriel à partir du moment où il y a un dysfonctionnement dans l'occupation. C'est-à-dire Mhm. qu'on est tous plus sensibles les uns que les autres, mais on arrive à s'adapter. Le bébé est déjà un expert sensoriel quand il vient au monde
parce que Ouais. normalement, il a eu un développement sensoriel dans le ventre très tôt, en fait, dès le premier trimestre, il y a des choses qui se mettent en place. Mais ce bébé, justement, qui surréagit, qui n'arrive pas à s'adapter ou qui sous-réagit, eh ben, Mhm. ça doit nous interpeller aussi à partir du moment où on va avoir des accumulations de plaintes occupationnelles. L'alimentation, effectivement, le change, le portage, enfin, un bébé plutôt hypotonique, enfin, voilà, c'est des petites choses qui peuvent nous... Et encore une fois, l'hypersensible, je pense que les parents qui ont un bébé hypersensible et qui écoutent, ils vont tout de suite se dire ah oui, bah là, ça me parle. Mais D'accord. l'hyposensible, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Parce qu'il a aussi deux moyens de réagir. Il y en a qui Et recherchent il et a puis il y deux. en a qui se laissent un peu Exactement. subir. Ouais, il a deux moyens de réagir. Et après, lui, du coup, il va accumuler un petit peu du retard des fois parce que en fait, il n'a pas interagi avec son environnement. Ouais. Il se Il est laisse un pas peu vivre. il se laisse un peu vivre parce que il perçoit pas très bien ce qui se passe autour. Donc du coup, les réponses sont euh, vraiment pas les réponses qu'on pourrait attendre. Tu vois, on pourrait le traiter de bébé un peu paresseux. Tu vois, c'est terme un peu péjoratif aussi, ce typo-réactif Ouais. qui lui colle de bébé. Oh, c'est un bébé paresseux, il fait pas d'efforts. Tu vois, enfin voilà, Ouais, c'est ce ouais. type de bébé là où on va lui mettre un peu des étiquettes qui sont pas top pour lui. Mhm. Mais le pauvre, il a pas le choix, quoi. Il subit un D'accord. petit peu ce qui se passe. Ok, très bien. Bon, je pense que ça, déjà, c'est bien. Là, c'est clair, on a bien fait le distinguo entre les deux. Et alors, donc toi, en tant qu'ergothérapeute, t'interviens pour ces bébés qui ont une hypo ou une hyper-réactivité. Mm. C'est quoi, en quoi consiste ton travail, finalement? Donc du coup, les parents arrivent toujours avec une plainte occupationnelle au cabinet. Ou alors dans les crèches, c'est les auxiliaires de puère qui vont venir avec une difficulté occupationnelle en disant bah j'arrive pas là, j'arrive pas, ça se passe pas bien. Et puis une fois qu'on a la plainte occupationnelle, nous notre rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est de trouver pourquoi. Donc on va reprendre tout ce qui est organique. Donc Ouais. dans l'anamnèse pour comprendre un petit peu et renvoyer vers des collègues si on pense que c'est plusieurs choses à mettre en place en même temps, ce qui est quand même souvent le cas en périnatalité. Il n'y a pas une cause avec un professionnel qui intervient. Mhm. Et puis, on va regarder, nous, tout ce qui est sensorimotrice, tout ce qui va faire que comment le bébé y perçoit, comment il répond à cette perception. Et puis, avec ce questionnaire occupationnel plus notre évaluation sensorimotrice et organique, on va pouvoir dire comment on va accompagner le bébé. Et alors, il y a deux champs d'accompagnement. Il y a beaucoup de ce qu'on va appeler une diète sensorielle. C'est une guidance sensorielle à la maison. Et donc, c'est pour ça que chez les tout petits, la présence des parents est complètement indispensable lors de nos séances. On fait tout avec les D'accord. parents, puisqu'on va leur montrer comment on va faire bouger un petit peu ces seuils, c'est-à-dire que comment on va habituer un bébé hypersensible à ne plus surréagir à certaines choses, et au contraire, comment on va aider un bébé hyposensible à pouvoir mieux percevoir. Et donc ça, c'est des petites choses que les parents vont pouvoir mettre en place à la maison Mhm. pour justement faire bouger les seuils, parce qu'on sait que c'est pas nous en une fois par semaine qui allons changer en fait ces seuils neurologiques, mais on s'appuie donc sur les parents. Et nous C'est en une sorte de séance, rééducation. c'est ça, c'est une rééducation, mais d'un côté tu as effectivement la rééducation active du thérapeute lors de la consultation. Donc là, on Mhm. le fait nous aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre l'enfant dans des situations avec plusieurs modalités d'entrée, c'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, on peut travailler sur des balancelles, on peut travailler sur des ballons, des choses comme ça, pour rentrer le vestibulaire et le proprioceptif en même temps, par exemple. Oui. Puis après, on va travailler sur le tactile et la proprioception, ou le tactile et vestibulaire. Donc le tactile, ça va être de proposer en fait différentes informations tactiles à l'enfant, que ce soit au niveau profond ou plus au niveau superficiel, et voir un petit peu comment il réagit. Et l'idée à la fin de notre séance, c'est de voir comment l'enfant améliore sa capacité occupationnelle. Par exemple, un bébé qui aurait des difficultés, par exemple, à la mise en bouche de choses parce qu'il surréagit, eh bien, en séance, on va faire des petits jeux où on va rentrer par plusieurs modalités sensorielles et à la fin de la séance, voir où il en est pour redonner un petit peu, entre guillemets, des devoirs aux parents sur la semaine, par exemple. Ok. Et donc, les parents vont refaire un petit peu en savoir où on en est, c'est-à-dire que là, si on revient sur l'exemple de la bouche de bébé qui serait très très sensible, on va voir Mhm. aussi
comment on lui propose les sollicitations. Est-ce que, par exemple, si on est dans quelque chose de vestibulaire, ça l'aide donc le vestibulaire, c'est vraiment le mouvement. Est-ce que quand on est dans quelque chose de vestibulaire, ça va l'aider au niveau de la tolérance, de l'habituation des stimulations intrabuccales? Est-ce que au contraire, si on est dans quelque chose de plus proprioceptif, donc de soit le mettre dans une certaine position, soit aussi lui permettre d'être un peu emmailloté, tu vois, ça peut être aussi de faire des choses comme ça. Alors à des temps très précis, c'est-à-dire que on demande, parce que l'emmaillotage n'est pas bon tout le temps, donc on va demander à des moments très précis de mettre l'enfant emmailloté, notamment l'hyporéactif, tu vois, pour mettre au sein, ça peut aider aussi. Okay. Dans un premier temps, parce que l'idée, c'est de faire bouger les seuils. Donc, c'est de compenser les difficultés sensorielles, mais augmenter les seuils ou les diminuer pour justement qu'il y ait une meilleure réponse au niveau occupationnel. Donc, on va interagir sur 2 choses et des diètes sensorielles, c'est-à-dire des guidances parentales, mais aussi de la rééducation en cabinet avec le bébé. Ok. Même chose, qu'importe l'âge finalement. Le principe reste le même et les façons de faire sont différentes en fonction de l'âge sur lequel on intervient. Exactement. On parlait tout à l'heure, tu as parlé rapidement du bébé prématuré qui arrive malheureusement avant l'heure. On sait que ces bébés-là, ils ont plus de risques de développer des petits troubles sensoriels. Comment on les prend en charge différemment? Pourquoi ceux-là ont plus de chances de développer ces troubles-là? Alors, on sait effectivement que le bébé prématuré a beaucoup plus de risques d'avoir un trouble du processus sensoriel. Et autant aux États-Unis. Quand tu dis prématuré, alors médicalement, c'est avant 37 semaines qu'on est un bébé prématuré. Avant 37 semaines d'aménorrhée, donc vous savez, c'est vos 37 semaines SA. Ce qui en fait correspond à 35 semaines de grossesse. Bon bref, le calcul est toujours aussi chiant à faire des années après. Mais est-ce que c'est le même âge de prématurité que toi tu considères, ou est-ce qu'un bébé qui arrive pas à 41 semaines d'aménorrhée mais à 38, on le considère par exemple sensoriellement un petit peu dans la prématurité quand même? Alors, je vais te répondre d'un point de vue alimentaire, là, pour le coup. C'est qu'on sait qu'il y a quand même certaines choses qui se mettent en place vraiment dans les dernières semaines de grossesse et que, notamment, la coordination de la succion, déglutition et respiration, par exemple, un bébé, des fois, à 38 semaines, c'est un bébé qui pourrait développer des troubles d'alimentation pour s'alimenter de façon autonome parce qu'en fait, il ne régule pas bien sa succion, déglutition, respiration. Et là, le trouble du processus sensoriel avec des hyperréactivités peut être une conséquence, puisque un bébé qui aurait tendance à s'étouffer à chaque fois qu'il boit son lait parce qu'une corps ne donne pas bien, eh bien, il va faire une émotion négative et il va mettre en place des protocoles de défense. Donc, c'est-à-dire que soit il va téter, il va mettre moins loin le mamelon pour téter moins bien et avoir moins de flux, par exemple, ou se mettre à refuser le sein et développer des fois des sensibilités aussi particulières dans la bouche. Donc, je dirais que des fois, peu importe le terme, c'est comment est l'enfant au niveau de son développement sensoriel quand il va arriver. Et donc, est-ce que il y a des enfants aussi qui vont peut-être être plus agressés que d'autres et que certaines choses ne se sont pas mises en place, même quand c'est un bébé qui n'est pas dit prématuré médicalement, quoi. Ouais, ok. D'accord. Et donc, pourquoi on en était à ça? Pourquoi ils développent plus facilement ces troubles-là? C'est justement parce que finalement, tous les process sont pas prêts et que malheureusement, ils arrivent avant l'heure et ils doivent tout mettre en route très rapidement. C'est-à-dire que bébé prématuré, il arrive bien avant que il a besoin de ces 9 mois, un bébé, pour développer sa sensorialité aussi et faire toutes ces connexions au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des connexions qui se font dès les premiers mois de grossesse. Donc, on imagine bien qu'un bébé qui naîtrait bien avant le terme, eh bien, en fait, il a arrêté. Enfin, ces connexions ne se sont pas faites. Donc, il sort avec une immaturité sensorielle. Et en plus, comme il faut le sauver, il a quand même une agression aussi sensorielle, alors qui est indispensable à sa survie, soyons d'accord. D'accord, on ne remet pas en cause les soins, surtout que les soins en néonat, en réa, ils font des gros progrès aussi dans les soins de développement. Autant qu'ils le peuvent, totalement. En fait, voilà. Mais autant qu'ils peuvent pas remplacer un utérus, quoi. C'est-à-dire que le bébé, il va quand même être agressé parce que on n'est pas dans l'utérus de maman, on n'est pas voilà. Donc le fait on n'est pas nourri en permanence, on n'est pas bercé en permanence, on n'est pas à 37 degrés. Enfin, si ça en couveuse, ils maintiennent la température. Voilà, on a forcément des soins
des soins qu'on n'aurait pas dans le ventre de maman. On a peut-être une petite sonde orogastrique ou nasogastrique, des lunettes pour respirer, toutes ces choses-là qui font que le bébé, il va être stimulé négativement pour le coup dans sa sensorialité, que ce soit tactile, que ce soit oral. On va avoir ce que j'appelle aussi des absences sensorielles, comme tu disais, au niveau vestibulaire. C'est-à-dire que c'est un bébé qui, quand il est dans le ventre de maman, il bouge, ce bébé. C'est-à-dire que maman bouge, donc bébé bouge. Et puis, au niveau proprioceptif, dans le ventre de maman, les derniers temps, en fait, le bébé, il a plein d'informations parce qu'il est un peu serré dans l'utérus aussi, dans le sens où il y a plein d'informations qui vont lui arriver du contact peau à peau, enfin peau interne de la maman avec sa peau, mais qu'il n'aura pas forcément quand il est prématuré. Donc tout ça fait que ce système nerveux qui va être immature, que les soins, tant bien même soient-ils bienveillants et que ils ont énormément, enfin je le répète parce que c'est important aussi de pas déformer et pas, voilà, d'être bien conscient que c'est des soins qui sont importants et que les équipes font vraiment un super boulot auprès des bébés prématurés, mais on n'est pas dans les conditions d'un développement normal du bébé qui arriverait à terme. Tout à fait. Ok, et donc ceux-là plus facilement vont développer ce type de troubles sensoriels. Exactement. Okay. Ouais. Et il faudrait vraiment, en France, on a un énorme travail à faire, c'est-à-dire que les bébés prématurés, voilà, ils vont bien, ils mangent tout seuls, on les sort, ils rentrent à la maison, mais il faudrait qu'il y ait des professionnels de santé qui puissent accompagner ces parents, parce qu'on sait que les bébés peuvent avoir, voilà, des difficultés, donc il faudrait que les parents, on les mette au courant sans sans les effrayer, mais simplement dire qu'effectivement, ce bébé, il peut avoir des petites difficultés sensorielles. On sait qu'il y a aussi des difficultés d'alimentation qui peuvent être plus importante chez le bébé prématuré, et que du coup, les professionnels de santé qui accompagnent cet enfant, ils soient vraiment dans l'observation pour être sûr qu'on a un bébé qui ne met pas en place un trouble du processus sensoriel et un trouble de l'alimentation derrière. Ouais, d'autant plus que régulièrement, chez ces bébés prématurés, il y a un vrai suivi sur est-ce qu'il prend bien du poids, est-ce qu'il mange assez, puisque c'est le nerf de la guerre, quoi. Faut qu'ils prennent des forces pour survivre. Et donc, même une fois sorti de la néonate et qu'on est rentré à la maison, il y a quand même une certaine pression autour de l'alimentation pour les parents et pour les bébés. Et donc, si cette pression qui, malheureusement, elle est là quand on a eu un bébé qui a passé du temps en soins de prématuré, on a la pression pour qu'il grossisse assez. Et si plus il y a des troubles sensoriels qui se surajoutent, c'est pas un truc qui va nous aider. Donc le mieux, c'est d'être accompagné sur ce sujet-là. Puis comme tu dis, pour un bébé prématuré, le poids, c'est un peu depuis le début en fait. C'est quelque chose qui va. C'est déjà, on dit il faut qu'il prenne du poids. À tel poids, on enlève ça. À tel poids, enfin. Donc il y a quand même des fois une pression qui est que même si on essaye de pas la mettre en fait, qui va être sur les parents et du coup une inquiétude qui va se mettre en place aussi avec des parents qui vont peut-être être plus stressés qu'un autre parent, parce que y a toute cette histoire avant déjà avec leur bébé, mais aussi ces difficultés des fois alimentaires avec cette pression de prise de poids. Et je pense que vraiment il y aurait un gros travail à faire, qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire que peut-être que le bébé il voit pas que un médecin, mais que dans son parcours de suivi du bébé prématuré, on se dise, je sais pas, à J-tel, on va essayer de voir tel ou tel professionnel pour justement évaluer s'il y a des blocages, pour évaluer s'il y a des troubles du processus sensoriel, pour évaluer toutes ces petites choses-là qui permettraient après de ne pas avoir des bébés, des plus grands, pardon, en cabinet qui arrivent avec des troubles qui sont beaucoup plus marqués et un genre d'effet domino où on a des difficultés. Alors, je ne dis pas que tout peut être, il peut y avoir autre chose, mais en tout cas, je trouve que en étant en crèche aussi, en accompagnement, dès qu'on voit des difficultés sensorielles, on intervient immédiatement. On voit bien à quel point, du coup, le bébé, il reprend des fois un chemin, il reprend son schéma de développement sans qu'on ait besoin de faire 15 séances des fois. Oui, parce que encore une fois, les bébés sont hyper malléables, en fait, donc Exactement. Une fois qu'on a trouvé l'origine de l'histoire et qu'on agit dessus, ils vont hyper vite.
Exactement, c'est-à-dire que qui sont leur cerveau, fabuleux. on sait maintenant que c'est malléable et que si on intervient précocement, en fait, toutes ces petites connexions au niveau des neurones, elles vont se faire correctement. Par contre, je reviens sur mon bébé hyporéactif, mais mon bébé hyporéactif, on sait que c'est des sollicitations fréquentes qui vont développer des choses dans le cerveau du bébé, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, mais on préfère qu'elles soient bonnes pour le bébé. Mais imaginez ce bébé hyporéactif, en fait, lui, il va pas avoir de sollicitations qui vont créer ces connexions. Donc du coup, on va avoir peut-être des connexions qui vont s'effilocher, qui ne vont pas être mises en place parce que ce bébé n'interagit pas quelque part. Ok. Alors, puisqu'on parle de timing, Ouais. c'était ma question d'après. Un allaitement qui démarre pas forcément très bien, etc. Enfin, à quel âge viennent te consulter les gens? Quand est-ce qu'on peut aller voir un ergothérapeute? À quel âge on s'inquiète finalement? Enfin, on s'inquiète. On se préoccupe de ces histoires sensorielles. Alors, les ergothérapeutes, en règle générale, je vais te parler en règle générale aussi, parce que moi, c'est particulier, puisqu'aujourd'hui, quand tu es identifié comme professionnel chez les bébés, on te les envoie. Mais malheureusement, les ergothérapeutes sont trop référencés pour accompagner des enfants plus grands. Et donc, on est toujours, toujours, et tout le monde est un peu étonné quand tu dis un ergothérapeute peut voir un bébé. Donc pour cela, je vous renvoie sur les données probantes américaines ou anglaises, parce que les ergothérapeutes en Angleterre, en Amérique, ils sont dans les maternités, ils sont dans les crèches, ils sont donc on a déjà une expérience grâce à nos confrères et consoeurs outre-Atlantique. On a une expérience sur l'accompagnement périnatal. Euh, on a des données probantes. On peut s'appuyer sur des livres outre-Atlantique. Et donc, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à envoyer vers des ergothérapeutes le bébé de façon précoce. Alors, le problème, c'est que du coup, il y a eu un manque de formation des ergothérapeutes aussi de façon précoce en France. Et que là, c'est en train de changer, mais il faut qu'il y ait de plus en plus d'ergothérapeutes pour accompagner. Et pour l'instant, déjà, on n'est pas beaucoup, mais en plus, on n'est quand même pas beaucoup à faire de la périnate. D'accord. Donc là, c'est en train de bouger. Le métier est en train de beaucoup bouger parce que on fait partie maintenant de l'Organisation internationale des ergothérapeutes. Donc on a le droit de s'appuyer sur toutes les données probantes outre-Atlantique. Mais c'était pas le cas encore il y a quelques années. D'accord. Donc ça bouge. Donc un ergothérapeute, c'est dès la naissance jusqu'à la mort. Et donc, faut pas hésiter. Ou quand il y a une plainte occupationnelle, donc des parents qui vous disent oh, là c'est compliqué, faut que je le porte tout le temps, faut que je le berce tout le temps, ou il n'arrive pas à manger, ou même le sommeil, c'est très compliqué le sommeil, j'arrive pas à l'endormir. Eh bien, l'ergothérapeute va essayer de comprendre au niveau du processus sensoriel, est-ce qu'il n'y a pas un impact qui fait que les occupations dysfonctionnent. Donc, je dirais que dès qu'il y a une plainte occupationnelle des parents, vous pouvez référer à un ergothérapeute formé. D'accord. Pour faire le lien avec d'autres épisodes qu'on a fait précédemment, en particulier sur les freins de langue et les troubles de succion, qu'est-ce que c'est l'impact d'un frein de langue dans tout ça? Le frein de langue, il va impacter la sensorialité dès le ventre de maman, en fait. Puisque on sait que tout ce qui est tact, gustation, mouvement oral aussi, c'est-à-dire que l'enfant, il est capable de laper, le bébé dans le ventre de maman, il est capable de laper quand même plusieurs litres de liquide amniotique, qui va avoir des gestes de succion-coordination, et que s'il a un frein de langue, tout ça, en fait, va pas forcément s'expérimenter. Donc, on peut avoir un bébé qui va déjà, à la naissance, avoir des hyperactivités dans la bouche, parce que en fait, un frein qui serait très restrictif, qui va limiter fortement les mouvements de la langue. Donc cette langue qui va être au plancher, qui va pas forcément aller dans toute la cavité buccale, va faire que le bébé va naître avec des hypersensibilités. De plus, tout ce qui va être les limitations aussi et comment bébé va être coincé par ce frein qui va, parce que le gros problème c'est tout ce qui va être coincé aussi et que le bébé va moins bouger, donc moins expérimenter le vestibulaire, moins expérimenter le proprioceptif, moins expérimenter le tactile, et que tout ça fait que le frein, mais tout ce qu'il y a derrière aussi, c'est pas que le frein, c'est-à-dire que le frein, c'est ce qu'on va avoir aussi, mais tout le fait que tout le bébé qui va être bloqué, tout ça, fait qu'on peut avoir un bébé qui va naître avec des difficultés sensorielles, et dans la bouche également aussi. Ok, donc ce frein va pouvoir
un frein restrictif, hein, toujours pareil, on remet bien le Totalement. terme Ouais. restrictif derrière, c'est jamais le frein le problème, c'est la Non. restrictivité Ouais. du frein peut entraîner, dans certains cas, ces troubles de sensorialité, mais à l'inverse, on peut aussi avoir des troubles sensoriels sans problème anatomique. Exactement. Et puis, peut-être qu'il y a des freins sans trouble sensoriel aussi. C'est-à-dire que on n'a pas de données. Les freins, c'est quelque chose de très récent. Donc, Mhm. tout ce qu'on dit, c'est un peu conditionnel parce que Ouais. ça ne sort que de notre expérience clinique pour l'instant. Moi, j'ai pas encore vu d'articles scientifiques avec frein, trouble du processus sensoriel où on pourrait vraiment dire, bah, je sais que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Donc aujourd'hui, je dis ça pourrait effectivement entraîner parce que dans la clinique, on se rend compte que ça l'entraîne. Mais en tout cas, que ce soit, enfin, je veux dire, quelle que soit la cause, la conséquence, c'est d'accompagner, en tout cas nous, en tant qu'ergothérapeute, l'occupation. Donc peu importe la cause, si on voit que ce frein restrictif va entraîner des troubles sensoriels derrière, on peut accompagner effectivement et faire partie d'une équipe pluripro qui va accompagner ce bébé qui a des freins restrictifs et qui a d'autres difficultés des fois aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si un ostéo ne débloque pas le bébé, j'aurais beau travailler sur la sensorialité, le fait qu'il y ait des blocages fait que de toute Mhm. façon, il ne pourra pas aller expérimenter cette nouvelle sensorialité que je lui donne, par exemple. Donc, Mhm. on va être un petit peu dans un cercle vicieux, où le serpent va se mordre la queue et on ne va pas avancer parce qu'en fait, il manque un acteur. Donc, donc c'est aussi pour ça qu'il faut être attentif souvent, il n'y a pas qu'une cause, quoi. Ouais, oui, il y a rarement qu'une cause finalement. C'est un peu Ouais. ça qu'il faut retenir Mm, mm, mm. de toutes ces histoires de freins, de sensorialité, de tension, c'est que l'un peut entraîner l'autre en être complètement indépendant et que l'idée c'est que les thérapeutes aient assez de recul sur les situations pour essayer d'accompagner le bébé et les parents sur un ou plusieurs terrains parce que c'est rarement une seule chose qui génère toutes les autres. Et quand bien même une chose l'aurait généré, peut-être qu'une fois que c'est généré, c'est-à-dire qu'un frein qui génère des troubles de sensorialité, c'est pas parce qu'on retire le frein et qu'on débloque que la sensorialité, elle se débloque aussi. Exactement, exactement. C'est que la sensorialité, que tout ce qui va être hyper-réactivité, et ben en fait les seuils neurologiques ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que cette hyper-réactivité avec ce seuil neurologique bas, il est présent. Donc maintenant Mhm. il faut habituer l'enfant à justement pouvoir tolérer de plus en plus de choses. Et donc, on a des méthodes micrograduées, d'habituation progressive, en fait, qui vont faire que, sans jamais venir agresser le seuil neurologique, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais déclencher des Mhm. réactions de défense, parce que si on déclenche des réactions de défense, eh ben, le bébé, en fait, il va mettre encore plus d'évitement. Bien Mais sûr. en tout cas, il faut faire attention d'augmenter les seuils, toujours en restant infra au niveau du seuil. Et c'est pour ça qu'un professionnel formé, en fait, doit accompagner parce que des fois on va trop vite et que faire des sollicitations sensorielles, eh ben, ça demande d'être accompagné sur la quantité, sur l'intensité, sur la modalité. La modalité, c'est la porte d'entrée, la vision, l'audition. On a 7 sens, hein, on en a 5 Mhm. externes et les deux internes qui est le vestibulaire et la proprioception. Ouais, le vestibulaire, c'est l'équilibre, hein, au cas où C'est ça, quelqu'un... ouais, exactement, le ouais. vestibulaire, c'est l'équilibre. Ouais. Et la proprioception, c'est recevoir des informations de l'extérieur. Exactement. Sur nos articulations, nos tendons, nos muscles, ce qui nous permet en fait de pouvoir faire tous les gestes. Et la proprioception, elle est hyper importante quand vous prenez une bouteille d'eau et un œuf. Et vous n'allez pas Mhm. serrer de la même façon la bouteille d'eau et l'œuf. Et ça, c'est grâce au retour sensoriel que vous avez eu, puisque si vous donnez un œuf à un tout petit, il va l'écraser. Et puis, il Ouais. va se rendre compte, quand il aura les capacités de moduler, parce que ça arrive pas tout de suite, qu'il va pouvoir serrer moins fort et que s'il serre moins fort, il écrase pas son œuf. Mhm. Donc, ça va demander tout un travail déjà d'être exposé et en plus de réussir à bien moduler. Il y a des bébés en fait qui vont pas réussir à moduler et ils vont continuer à faire des mouvements trop forts, par exemple. Mhm. Ouais. Donc si votre gamin C'est vous ça. écrase un œuf dans les mains tous les soirs en rentrant à la maison, alors peut-être que ce n'est pas de sa faute, il ne le fait pas exprès. C'est ça, Appelez exactement. Marie. C'est ça.
Déjà, au début, il ne fera pas exprès. Vous aurez beau lui dire attention, fais attention, c'est fragile. Il faut qu'il expérimente le fait que ça soit fragile pour que son cerveau ensuite lui donne l'information que c'est fragile. Voilà, pas de panique si votre parquet est huilé au blanc d'œuf. C'est comme Il y a des solutions. C'est lourd pour l'enfant, ça n'a pas de. Il apprend au niveau sensoriel, c'est lourd. Ils font leurs expérimentations petit à petit. Et puis comme pour eux, un œuf cassé par terre n'est fondamentalement pas un problème. Pas du tout, pas du tout. Donc lui, la conséquence pour lui, l'impact peu, en fait. Ok. Bon, très bien. Marie, est-ce qu'on s'est tout dit sur allaitement, sensorialité? Est-ce que tu veux nous redire quelques mots pour nous faire une sorte de résumé, tu vois, et un petit reminder des choses importantes à retenir pour les parents comme pour les professionnels qui nous écouteront et qui peut-être connaissent pas l'ergothérapie parce que c'est pas hyper connu, donc... Ce que j'aimerais redire, c'est que effectivement, les ergothérapeutes, c'est aussi pour les bébés, et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être diffusé massivement en France, parce que malheureusement, on est très en retard encore sur ce point-là, mais il y a plein d'autres points où on est en retard. Que les ergothérapeutes travaillent aussi en pluripro, c'est-à-dire que on va renvoyer forcément vers d'autres professionnels si jamais on a l'impression, et c'est souvent le cas quand même, qu'il faut d'autres professionnels pour accompagner le bébé et les parents. Que aller voir un ergothérapeute, c'est dès qu'on a une difficulté occupationnelle avec son bébé. Donc, je vais pas parler on parle pas de troubles, nous, les ergothérapeutes. C'est-à-dire, je vais pas dire que s'il a un trouble de la succion ou quelque chose, mais c'est plutôt si j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à manipuler, j'ai du mal à jouer, j'ai du mal à me déplacer. Voilà un petit peu les occupations du bébé. Et donc, c'est pour ça qu'on irait voir un ergothérapeute pour être aidé, et ne pas hésiter quand on est des professionnels de santé, à appeler les ergothérapeutes autour de chez soi, parce qu'on se connaît mal, on se connaît mal entre professionnels, on ne sait pas trop comment, on doit travailler ensemble parce qu'on nous dit que c'est le pluripro qui marche, mais on travaille pas trop ensemble parce qu'en fait on ne sait pas trop ce que les uns font et puis les autres. Et donc je pense que ça c'est plus général, mais ça serait de dire d'aller décrocher le téléphone pour travailler les uns avec les autres et savoir ce que font les uns et les autres. Et souvent on est surpris de savoir, comme les ergothérapeutes, où des fois on me dit je savais pas que ça faisait ça en fait un ergothérapeute. Oui, ça fait ça un ergothérapeute. Ok. Bon, écoute, du coup, je pense que c'est clair. Là, ça aura bien éclairé les gens qui connaissaient pas. Et ça va donner des pistes de plus pour des enfants qui auraient des difficultés d'alimentation. Une piste de plus à creuser si jamais votre bébé présente des signes que Marie vous a exposés. Exactement. Ok, merci beaucoup, Marie, pour cet épisode. C'était un plaisir de te recevoir. Merci pour toutes ces infos qui sont, je pense, précieuses dans la prise en charge des bébés allaités et autres, parce que, encore une fois, Milkshaker, c'est quand même vraiment axé sur les bébés allaités, mais il y a peut-être des parents qui nous écouteront, qui ont eu un premier bébé qui était, par exemple, biberonné et qui voient des signes qui s'accumulent chez leurs enfants. Voilà, vous pouvez vous occuper de ça. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Je te dis à très bientôt. À très très bientôt et merci beaucoup de m'avoir laissé le micro. Mais avec grand plaisir. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side.
text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back in. I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.